manque pas de sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous recevoir à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Nous allons aborder la question relative à l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Du côté de la Commission électorale nationale indépendante, on rassure, les enrôlements vont commencer au mois de décembre, mais bien avant, au mois de novembre, le bureau de la CENI, représenté par Denis Kadima, va procéder cette fois-ci à la publication officielle d'un calendrier électoral sous le mécontentement de ceux qui pensaient que Denis Kadima ne sera pas en mesure de publier un calendrier. Patrick Temouya, pour sa part, a affirmé sur les antennes de TV5 Monde que les élections pourraient ne sont pas une question d'obligation, mais plutôt une question de conviction. Mais nous savons tous que les élections en RDC sont une obligation légale. Est-ce qu'il s'agit là de propos déplacés du porte-parole du gouvernement au niveau de la chaîne internationale TV5 Monde? Nous allons échanger avec notre invité tout au long de cette émission. Tournée de Félix Tshisekedi Tshilombo au niveau de la Grande-Bretagne. Le président Félix a fait le déplacement de Grande-Bretagne pour rencontrer le roi Charles III, je crois, avec qui il a discuté des sujets relatifs à la coopération entre les deux États. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est les échanges de Félix avec son interlocuteur autour de la situation de Bunagana. Il est allé d'une certaine manière solliciter l'implication du roi par rapport à la libération de Bunagana, occupée depuis quelques mois par la coalition Rwando M23. Mais l'on a appris que Félix ne va pas hésiter d'adhérer à l'organisation Commonwealth, qui est l'équivalent de la francophonie. Cette fois-là, c'est au niveau anglophone. Nous allons échanger tout au long de cette émission, savoir ce que les premières approches diplomatiques menées par le président Tshisekedi, savoir ce que ces approches ont apporté par rapport à la résolution de cette problématique. Mais après l'étape de Londres, le président congolais a quitté Londres pour se rendre cette fois-là au niveau de la République du Ghana à Accra, où il a rencontré la communauté congolaise avec laquelle il a échangé autour de questions relatives à la délivrance des documents comme passeport, comme diplôme, la légalisation même de certains diplômes pour ne pas causer du tort aux étudiants, mais aussi une question lui a été posée par rapport à l'occupation de Bunagana par la coalition Rwando M23. Pour Félix Tshisekedi, je cite, en cas d'échec de la diplomatie, l'option militaire n'est pas à écarter, à rassurer le président congolais devant la communauté congolaise basée au niveau d'Accra, au Ghana. Voilà. Et puis, nous allons retourner au pays très vite pour aller voir Kwamotu, où la situation n'est pas toujours solutionné, mais le Canada a fait un tour et un passage, puis après son passage, il a fait un compte rendu ici à Kinshasa, au cours duquel lui aussi a déclaré qu'il n'a pas vu cette fameuse main noire qui serait derrière cette problématique des problèmes entre les deux peuples. Il y a des mots qu'on évite comme ça sur YouTube, mais il a affirmé qu'il n'a pas entendu parler du Rwanda. Au niveau des Maïndombe, dans les territoires des Kwamut, il n'a pas entendu parler du Rwanda par rapport à son implication dans ces problèmes. Il n'a pas aussi vu l'implication d'une force qui viendrait d'ailleurs. Je le cite énormément. Est-ce que, d'après les cardinals, la situation serait l'idée de Kinshasa? Et voilà, ça donne raison à certains analystes qui, bien avant lui, n'avaient pas vu cette main noire ou l'implication du Rwanda par rapport à ces problèmes. Est-ce que le fait de justifier l'existence d'une prétendue noire cacherait d'une certaine manière les compétences de ceux qui gèrent la chose publique? C'est la grande question. Nous allons la poser à notre invité. Et puis la théâtralisation des plénières de l'Assemblée nationale, le temple de la démocratie, ressemble un peu plus à un amphithéâtre où se jouent des pièces de théâtre entre certains élus et le président du bureau. Vous avez vu ce que vous avez vu, les recadrages d'un député vis-à-vis de son président, puis les écarts de langage du président qui n'a pas hésité à prononcer certains mots qui d'ailleurs pouvaient ne pas être prononcés. Voilà.
dans peu de temps. On va prendre aujourd'hui, on va faire un effort de faire 1 heure. Puis après, nous allons rendre l'antenne à Drake Moukeba qui assure la réalisation de cette émission. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter notre invité, mais je vous prie de vous abonner massivement à la chaîne YouTube Patrick Lokala Télévision. Nous recevons comeback sur ce nouveau plateau qu'on avait utilisé il y a quelques temps, Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Très bien, d'entrée de jeu, vous avez fait la fête. Bunagana toujours occupé. Si c'était Félix qui avait organisé une fête d'anniversaire, ça aurait été quoi? Bon, ça dépend de la fonction qu'on assume, ça dépend de la responsabilité que l'on a vis-à-vis de la population meurtrie. Je crois qu'il n'est pas interdit à un Congolais de fêter. Et d'ailleurs, vous serez peut-être surpris, je n'ai pas organisé la fête. Ça a été organisé par le membre du parti, mais aussi le membre de ma famille. Personnellement, je n'étais pas impliqué dans l'organisation, bien que c'était mon anniversaire. Le jour où j'aurai la responsabilité de l'État, s'il y a des Congolais qui meurent, je n'aurai même pas à organiser les fêtes parce que ça serait pour moi un message contraire au malheur qui frapperait la population. Donc c'est par rapport à la responsabilité. Et d'ailleurs, personne n'a interdit à M. Félix de fêter. Ce qui est vrai, on ne peut pas fêter à tout moment de manière intempestive alors qu'il y a des Congolais qui meurent. Voilà. Très bien, on ne peut pas fêter de manière intempestive. On vous a vu prier, dans la vidéo que j'ai publiée, vous étiez en train de prier. Pasteur Alain Bolodjoa prie finalement dans quelle église? Bon, permettez-moi un peu de parler de vos convictions religieuses. Hein. Non, mais je peux en parler, j'en suis fier d'ailleurs. Oh, d'accord. La prière ne fait pas de quelqu'un un pasteur. La prière, c'est juste un message que l'on adresse à son Dieu. Moi, je suis un croyant, je suis un chrétien. Je suis un croyant, je suis un chrétien. Je considère qu'il y a un être supérieur qui gouverne tout ce que nous faisons. Et donc, en tant que chrétien, naturellement, avant de commencer toute cérémonie, nous commençons par la prière, justement pour être en osmose avec les créateurs. C'était aussi l'occasion pour nous de faire passer un message. Parce que chaque fois que je prie, je songe toujours à ceux qui sont démunis, qui ont des problèmes. Et c'est comme ça qu'on me l'a appris. Je suis chrétien de l'église La Borde, baptisé depuis 1994. Au départ, ma famille était une famille catholique. Et on nous a conduits à Fepakonza Malamu, l'église chère à papa Haïdi Nabala. Et aujourd'hui, je me retrouve à l'église La Borde. Très bien. Depuis 1994. Très bien, à l'église La Borne. Baptisé depuis 1994, mais j'ai fréquenté l'église depuis 1987. Très bien, merci beaucoup Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa ne prend pas la bière, ne prend pas le whisky, ne prend pas du champagne, il ne prend que du sucré. Et de l'eau. Et de l'eau. Il ne fume pas. Donc, une précision de taille. Très bien, on ferme rapidement la parenthèse. Alain Bolodjoa. Et il n'est pas infidèle. Il n'est pas infidèle. Ouais. Marié, père, il n'est pas infidèle. Marié, père de plusieurs enfants. 6 enfants. Voilà, 6 enfants. 6. Vous êtes arrêté là? Bien évidemment. 6 enfants. Ça n'arrive pas tous les jours qu'on parle de lui-même comme ça. On ferme la parenthèse. Le BAT a organisé une activité au cours de laquelle on a formé les membres du parti. Je vous laisse suivre cet élément et puis nous allons nous retrouver juste après pour continuer le débat avec Alain Bolodjoa. Il faut beaucoup de courage. Après, il faut beaucoup donner, tout donner. S'il y avait même des moyens aussi, ça demande beaucoup d'argent. Et ce qui est plus important dans la politique, c'est d'abord comprendre la vision à qui vous êtes incorporé. C'est ça. Parce que si on continue à la loyer, vous avez une vision, voilà, vous voyez franchement, au sein de quelques temps, on a un la monnaie en été la politique, la première chose, c'est la vision. Alors moi, j'ai beaucoup suivi notre camarade Alain, j'apprécie d'ailleurs beaucoup. Ça fait beaucoup d'années, il y a beaucoup, tout ça, donc on va pas
enfin, soit de nous pour la vision de la mission. À distance, je contribue déjà. Dans un moko, dans un d'une société, quelle qu'elle soit. Si vous regardez la sphère politique, depuis l'indépendance, mais après la mort de nos héros comme les Patrice Emery Lumumba, nous nous sommes retrouvés dans la situation actuelle du Congo et la seule cause est la cause politique. Des gens qui se sont succédés, non pas pour servir le peuple, pour l'intérêt, mais seulement pour leurs propres intérêts. J'insiste sur ça, parce que je voudrais vraiment montrer que si nous, et vous surtout la jeunesse, la relève, vous n'avez pas les valeurs intrinsèques, cela ne servira absolument à rien. Donc nous pouvons carrément laisser ici et chacun continuer à vaquer à ses occupations quotidiennes. La société congolaise, sur le plan dans l'aspect politique, où les mensonges et les théories du complot, le pillage systématique, des biens de l'État, enrichissant et habillant souvent ceux qui les corporent, qui les contentent plutôt au public, n'a fait que empirer la situation de la majorité. Mais c'est ça justement qui a élevé ces personnes-là au poste de leadership. Est-ce que vous vous rendez compte? D'où la lutte du président Alain Boulodjoa qui voudrait changer le dialogue concernant le leadership sur la place publique, afin que le pays, le piège dans lequel il se retrouve, et qui est totalement néfaste à son futur. Moi, je suis d'avis que l'insulte n'est pas un substitut de la liberté d'expression, du débat public. Des retours sur ce plateau de Patrick Locquet à la TV. Alain Boulodjoa, vous avez organisé cette activité. C'était quoi la motivation d'organiser cette activité à l'intention de militants et cadres du mouvement, du parti politique en gestation Levons-nous et bâtissons les BAT? Bon, en fait, nous prenons l'excellence et nous voulons assez que nos membres fassent preuve de cette excellence-là. Et voilà pourquoi nous organisons une série de formations. Ça, c'est la huitième formation. La huitième session de formation. Et la particularité de cette formation, c'était essentiellement basé sur la communication politique. Nous avons consulté deux experts, un expert au niveau européen, plus précisément à Londres, et un autre expert qui était dans le mouvement citoyen, justement pour mettre à niveau nos membres. Parce que, comme vous le savez, on ne peut pas désirer l'excellence avec des gens qui ne sont pas mis à niveau. Nous voulons renforcer leurs capacités. Ils ont suivi la formation idéologique, sur la démocratie biblique, sur le management institutionnel.
Bref, on a eu à former nos jeunes justement pour qu'ils soient à la hauteur des enjeux. Très bien, merci beaucoup. C'est un exemple à suivre. On a vu avant, Alain Bolodjoa aussi, l'AFDC à l'époque avait organisé des séances de formation, Ensemble pour la République également, le PPRD le fait autant. Il faudrait de plus en plus former les militants et cadres pour avoir demain après-demain des dirigeants de qualité. Il ne faut pas toujours être sous le bois dans des matinées politiques sans formation. Alain Bolodjoa, parlons un peu de la situation de Kwamout. Le cardinal a été à Kwamout. Je connais vos analyses par rapport à cette question. Est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait d'avoir que le cardinal vous a rejoint d'une certaine manière lorsqu'il dit qu'il n'a pas vu de main noire et que cette force qui serait venue d'ailleurs pour perturber la quiétude de nos compatriotes de Kwamout n'existe pas et que le problème est interne, qu'il faut résoudre avec des approches internes? Oui, je suis partiellement satisfait de voir que le cardinal, papa cardinal, a bien compris, a bien cerné les enjeux. Parce que très souvent, on joue sur nos sentiments, justement parce que nous détestons. Moi, personnellement, je n'ai pas d'empathie pour le Rwanda. Je ne peux pas expliquer ça. Je ne suis pas obligé de l'expliquer parce que tout le monde est supposé comprendre les raisons. Lorsqu'on cite le Rwanda, et généralement, ça aveugle les gens. Ils n'arrivent pas à pousser les raisonnements plus loin. Moi, je n'ai pas compris l'attitude du gouvernement. Les premières informations nous fournies faisaient état à un conflit entre les Téké et les Yaka. Et fort malheureusement, avec le temps, nous apprenons que ce n'était pas les Téké et les Yaka, c'était plutôt le Rwandais. Et ils ont commencé à arrêter, la population a commencé à mettre la main sur une catégorie de gens que nous pourrons qualifier de fous. On les présente et fort malheureusement, le gouvernement n'a pas su donner la vraie information. Et je commençais déjà à douter. Et lorsque nous avons fait les regroupements de données ou des informations recueillies ici et là par rapport aux déplacés, je m'étais rendu compte que le problème effectivement était entre les Téké et les Yaka, mais il y avait quand même une influence. Cette influence était justement politique parce qu'il y avait des gens qui voulaient tirer les ficelles. Il vous souviendra que dans la problématique de l'Est, par exemple, il y avait des tireurs de ficelles justement parce que les gens qui voulaient maintenir leur ancrage sociologique voulaient prendre position par rapport à ces questions et cela a dégénéré. Et j'ai senti qu'il y avait le même problème. Mais le plus grand problème de cette partie, c'était l'absence de l'autorité de l'État. Voyez-vous, j'avais mis en cause la qualité du REDOC, qui devait en principe anticiper sur ce qui advenait. J'avais mis en cause, au regard des données, la responsabilité de chef des services en charge des renseignements militaires, parce que justement, je me disais, comme nous sommes dans une zone qui est frontalière à un pays voisin, en réalité, on devait renforcer le renseignement à ce niveau-là. Et j'avais mis aussi en cause la responsabilité de la dame qui est gouverneure, justement parce que je pensais qu'elle était supposée avoir assez d'informations. Et pendant que nous développions cette thèse, il y avait des gens que nous ne comprenaient pas. Voyez-vous, les gens pensaient que nous étions au service du Rwanda, que nous voulons cacher la réalité, alors qu'en réalité, le vrai problème, c'était l'absence de l'autorité de l'État. Et le cardinal l'a dit. L'absence de l'autorité de l'État sous-entend que l'État n'est pas présent ou n'est pas efficace dans ses actions. Ce qui a fait que la situation n'a pas le contrôle de la situation. N'a pas le contrôle de la zone. Voilà. Et cela a favorisé cette grande crise. Il y a un monsieur, un concitoyen, qui a fait une vidéo. Il était à bord d'un camion en provenance de cette zone. Il a fait une déclaration assez claire. Et lui, d'ailleurs, était témoin lorsqu'on assassinait un chef coutumier. Il a été suffisamment précis dans ses informations. Et lorsque vous prenez les vidéos que d'aucuns ont voulu balancer dans les réseaux sociaux, c'était le Kuluna qui était arrêté lorsqu'il y a eu bouclage vers la commune de Kinshasa, la commune de Lungwala, et on nous l'a présenté comme si c'était des Rwandais qui venaient de Kwamout. Et donc, moi, personnellement, au regard de ma discipline
de ma culture et surtout de mon éducation, je n'aime pas des gens qui mentent. Voyez-vous? Les folles rumeurs. Hein. Quand j'ai constaté que c'était du mensonge, j'ai compris que derrière ça, il pouvait y avoir une main noire. Et cette main noire ne pouvait qu'être le gouvernement. Parce que ce n'était pas normal. Le gouvernement lui-même est la main noire de ce qui s'est passé à Kwamoutou? Bon, je dis le gouvernement a entretenu la confusion sur l'origine de l'affaire. Et lorsque la dame, la gouverneure, a eu à faire sa fameuse déclaration disant qu'il y aurait une main noire, moi, personnellement, j'avais conclu que c'était elle et son gouvernement et le gouvernement central qui pouvait être cette main. Mais cette main ne pouvait pas être noire parce qu'elle était déjà connue. Elle était déjà connue. Donc, je crois que le cardinal a renforcé notre thèse, mais ce qui reste maintenant, c'est d'établir la responsabilité. Donc, au regard de tous ces éléments, nous comprenons que l'État est sous-géré, l'État est sous-administré, et donc nous devons fournir beaucoup d'efforts pour avoir la représentation nationale à tous les niveaux. Moi, je me souviendrai toujours de ce qu'on nous disait par rapport à Mondele Mboka et par rapport à ce qu'on appelle l'autorité de l'État. À une certaine époque, lorsque vous commettez un forfait, par exemple dans mon village, il y a quelqu'un qui avait commis un forfait. Votre village s'appelle comment? Benkwese. Benkwese, oui. Dans la province de... La province de l'Équateur, territoire d'Ingende, secteur de Bokatola, groupement de Lufumba. Très bien. Donc je suis un Basekaweke. C'est-à-dire que quand on commettait des bévues à ce niveau-là, la personne qui avait enfreint la loi avait peur. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, personne n'a peur de la loi. Personne n'a peur de quoi que ce soit. Il suffit seulement d'avoir le moyen pour mettre dans sa poche le magistrat et consort. Donc, il faut que nous arrivions à imposer l'ordre. Et quand je l'ai dit souvent, nous nous battons pour la liberté. Il n'y a pas de liberté sans ordre. Il n'y a pas d'ordre sans discipline. Il n'y a pas de discipline sans sanction. C'est-à-dire que nous devons imprimer ça dans le chef de la population. Et comme ça, la population va connaître ses limites et le pays va fonctionner normalement. Parce que tout est parti des redevances que l'on donnait au chef coutumier. Il a commencé à exiger plus, les gens ont commencé à réagir, ils ont tué et c'est comme ça que ça a dégénéré. Et pourtant, il y avait possibilité d'encadrer. Il faut aussi que nous arrivions effectivement à définir la responsabilité des chefs coutumiers. Parce que l'État congolais a une particularité. C'est un État qui est né suite à une sorte d'accumulation ou de rassemblage de tribus. Et ce sont les tribus qui sont détenteurs ou propriétaires des terres. Si, à l'époque belge, le roi de Belge prétendait avoir le droit de sol, il brandissait certains documents qu'il aurait signés avec nos aïeux. Mais lorsque nous sommes revenus, nous avons recouvré notre souveraineté en tant que nation, en tant que peuple, en tant que pays. On a voulu que tous ces biens-là qui appartenaient jadis à nos aïeux deviennent de l'État. Mais l'État, c'est quoi l'État au fait? C'est une personne abstraite, c'est une fiction. L'État n'est pas une réalité. Et les animateurs qui sont là pour appliquer les lois de la République, pour mettre en œuvre les décisions ou les résolutions retenues au niveau sociétal, profitent de leurs fonctions pour s'accaparer des terres. Et pourtant, les terres appartiennent aux tribus. Voilà pourquoi, même dans la Constitution, l'article 10 le dit clairement. Et Congolais d'origine, toute personne dont les aïeux faisaient partie des ethnies et propriétaires des terres, des groupes ethniques et propriétaires des terres. C'est-à-dire que c'était d'abord les tribus qui étaient propriétaires des terres. On doit arriver à leur donner des documents certifiant leur propriété. Ça existait à l'époque. Vous prenez par exemple au niveau de notre pays, on a réparti les terres en trois. Il y avait des terres qui étaient destinées aux indigènes. On appelait nos aïeux des indigènes et pourtant ils n'étaient pas indigènes, mais ils avaient une autre culture que celle de l'Occident. Et ils avaient des documents. Il y avait des terres
qui étaient destinées pour l'exploitation et des terres qui appartenaient essentiellement à l'État. C'était ça la répartition. C'est la même situation que nous avons aujourd'hui. Très bien. Mais fort malheureusement, dans la pratique, l'État est quasi absent. Ça fait que ça crée des troubles, des désordres. Absence. Et il y a eu de morts, plus de 150 personnes tuées dans cette affaire. Il faut qu'on établisse les responsabilités. Absence de l'autorité de l'État. Bon, on va dire les responsables. Numéro 1, c'est l'État congolais. Non, c'est Félix Sekedi. Par l'État. Non, c'est lui qui, non, qui est le symbole de l'État. Lorsqu'on parle de responsabilité, le numéro 1, c'est d'abord Félix Sekedi. Après, il y a des ministres, des gouverneurs. Cette situation était censée gérer au niveau de la province. Il y a quand même. Non, la question sécuritaire, c'est une question transversale qui relève de la compétence concurrente du président de la République et du gouvernement. Très bien, Alain Bolodjoa. Situation de gestion de crise en République démocratique du Congo depuis un moment. Vous avez vu la manière dont on a géré la crise sanitaire, crise à Obabengi, crise à Covid-19. Boyebi nyonso oyo ezalaki autour ya crise wana. Bibembe basombi koto, oh non, muto basalaki test ya Covid, bakosaki, oboye, mbongo, tout ça, détournement, tout ce qu'il y a eu, situation catastrophique. On quitte, on va aller dans la partie Est. Crise sécuritaire, gestion catastrophique, crise Aquamut, gestion catastrophique. Je reviens sur la crise à l'Est, Alain Bolodjoa. Je voudrais ici savoir qu'est-ce qui fait que, d'après mon observation, je ne dis pas que c'est vrai, depuis un temps, la gestion de crise pose problème en République démocratique du Congo. Je vous ai cité 3 cas. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce les compétences de ceux qui dirigent ou les réalités sont tellement complexes que ça échappe par moment à la lucidité de ceux qui gèrent l'État? Bon, moi j'ai appris en management, je ne sais pas si les autres l'ont appris comme moi. Un leader est souvent entouré ou accompagné de 2 types de collaborateurs. Des collaborateurs qui ont la capacité d'anticiper et des collaborateurs qui sont capables de modéliser le problème et d'apporter des solutions. D'adapter les solutions au problème. Oui, c'est-à-dire d'apporter le voie de solutions par rapport aux problèmes qui existent. Parce que dans l'anticipation, on a la capacité de regrouper les informations, d'en faire des renseignements et d'étouffer l'affaire dans l'œuf. Ce ne sont pas des dieux. Il y a des méthodes, il y a des techniques qui s'apprennent à l'université et je crois dans d'autres formations. Et vous prenez ceux qui sont capables de solutionner le problème. C'est-à-dire que quand ils sont en face de problème, ils tiennent compte de ce qu'il y a. Et là, nous avons 2 approches. L'approche normative et l'approche positive. Et ce sont des notions, je dirais, élémentaires pour tous ceux qui ont pris le soin de suivre le cours de management, surtout les managements institutionnels. Mais qui sont en face ou à côté de M. Félix Sekedi? Ce sont des jouisseurs. Vous voulez parler de l'entourage du chef de l'État? Bon, je parle plutôt de M. Félix Sekedi. Ce sont des jouisseurs. Le président de la République. Oui, de fait. Ce sont des jouisseurs. De droit aussi. Ce sont des jouisseurs. Alors, lorsque vous êtes en face des jouisseurs, ils ont d'abord une vision minimaliste. Ils sont apépristes. Ils n'ont pas la capacité d'anticipation, encore moins de modélisation. Ce qui est vrai, c'est que le monde entier a des crises. Ça arrive très souvent. C'est inhérent dans la gestion de l'État, dans la gouvernance. Toute organisation. Voilà. Mais le problème maintenant, c'est... Comment s'y prendre? Voilà. Il y a de ces collaborateurs qui attendent tout du chef. Il y a d'autres collaborateurs qui font de mauvaises propositions au chef. Et malheureusement, ce sont ces 2 catégories qui ont plus de l'espace auprès de M. Félix Sekedi. Ceux qui font de mauvaises propositions. Ils sont nombreux. Et ceux qui attendent tout de lui. Parce que le fanatique ne propose pas. Le fanatique n'a que comme vertu d'ascenser celui qui est le chef. Et le mauvais collaborateur font de mauvaises propositions, soit par ignorance, justement, soit pour tirer des dividendes. Lorsque M. Félix Sekedi arrive au pouvoir par devoir scabreuse, vous le savez, eh bien, on commence d'abord à lui dire de renforcer la présence, de renforcer la diplomatie avec des pays voisins.
Il a commencé par l'Angola, il est allé au Rwanda, il a fait le tour. Alors qu'en réalité, lorsque vous arrivez au pouvoir, vous faites d'abord, vous convoquez des experts sur des questions qui touchent directement à la problématique diplomatique. Vous avez un problème de guerre, vous invitez les experts par rapport à la situation des guerres. Et vous prenez tous les aspects de la guerre. Ils vous donnent leurs informations et ils mettent en place un plan opérationnel et stratégique, d'abord de la guerre. Et vous prenez, vous juxtaposez avec d'autres secteurs tels que l'économie et consorts. Et en ce moment-là, vous mettez en place un modèle de solution qui est adapté aux problèmes déjà scriptés au niveau des experts. C'est à ce stade-là qu'on élabore la stratégie diplomatique. Et je crois que M. Félix Tshisekedi, fort malheureusement, il n'a jamais été consommateur de cette pratique-là. Et il arrive au niveau du Rwanda. Il prend langue avec le Rwandais. Il prend des engagements avec... Très bien. Alors, Alain Bolodjoa, je peux vous relancer. La situation de crise que nous connaissons, Félix Tshisekedi est allé voir Paul Kagame avec qui il a quand même signé quelques accords secrets. Je vous rappelle ici que l'un des conseillers du président de la République a dit qu'il existe un accord entre le président Paul Kagame et le président congolais dans le cadre de raffiner nos minéraux. Et malheureusement, il n'a pas pu révéler le contenu de cet accord. Lui-même, conseiller en matière de finances et en matière économique et financière, était incapable de connaître le contenu de cet accord. Cet accord n'a pas permis au Congo aujourd'hui d'être en paix. L'un d'entre eux a même dit qu'ils étaient prêts à défier le monde. Ils étaient prêts à vivre ensemble pour dire, ils étaient prêts à défier le monde en vivant ensemble avec le Rwanda. Alain Bolodjoa, vous étiez en train de parler justement de ces accords qui existaient ou qui existent, parce que jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas dit que ces accords ont été résiliés entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Oui, en fait, quand il prend langue avec le Rwanda et d'autres pays, il n'avait pas compris qu'il nous enfonçait davantage. C'est-à-dire qu'il a ajouté dans ce qu'il y avait, c'est-à-dire qu'il a jeté de l'huile au feu. Et ce qui est surprenant, deuxième étape, il prétend avoir renforcé la présence militaire dans la partie Est. Il a dit qu'il aurait trouvé 11 000 militaires et il devait le multiplier par 2. Il aurait envoyé 10 000 militaires pour que ça fasse 21 000. Ce qui est surprenant, M. Félix Tshisekedi ne s'est même pas rassuré que le militaire était déployé. Or, nous savons tous que lorsqu'il y a déplacement, lorsqu'il y a flux migratoire ou déplacement de la population, il y a deux voies que l'on applique, que l'on emprunte. Par exemple, pour aller dans la partie Est, les militaires qui sont dans la partie Ouest n'ont que deux possibilités. Soit par voie fluviale, soit par voie aérienne. Par voie aérienne, on n'a pas vu le militaire se déployer au niveau des aéroports. Par rapport à la voie fluviale, on n'a pas vu le militaire au niveau de port. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de déplacement. Et pour déplacer 10 000 militaires dans ces pays, tout le monde le saura. Il faut que l'on réquisitionne des avions, il faut que l'on loue des avions extérieurs, il faut que l'on fasse appel à la MONUSCO, et tout le monde va sentir qu'effectivement, il y a un mouvement qui va de l'Est à l'Ouest ou de l'Ouest à l'Est. Ce mouvement n'a jamais eu lieu. Allez vous renseigner, aucun port n'a enregistré le départ massif de militaires. M. Félix Tshisekedi ne savait même pas que lorsqu'on prend une décision, il faut toujours mettre un mécanisme de contrôle. Or, ce sont des notions élémentaires, basiques en management, parce que tout l'essentiel du management est assis sur quatre principes. Le principe de la planification, le principe de l'organisation, le principe de la direction et le principe du contrôle. Comment quelqu'un qui prétend avoir fait... D'ailleurs, on a réformé les systèmes. Aujourd'hui, nous sommes dans LMD, c'est-à-dire que c'est lui qui a un équivalent graduat n'est plus d'actualité. Mais ce qui est vrai, il est supposé connaître. Il n'a pas fait. Et après, M. Félix Tshisekedi prend la décision de décréter l'état de siège.
L'état de siège... Pour gérer la crise sécuritaire. Non, non, pour faire semblant de gérer la crise. L'état de siège est supposé être un état de militarisation de la zone. C'est-à-dire qu'on enlève l'administration civile pour la remplacer par une administration militaire. Deuxième étape, on renforce la présence militaire et les opérations. M. Félix Tshisekedi vous a dit, il a donné un ultimatum aux groupes armés de déposer les armes et de venir parlementer avec les institutions de l'État. Sinon, il allait frapper. C'était ça sa promesse. Et c'est comme ça qu'il a décrété l'état de siège. Donc l'état de siège avait pour finalité de traquer les groupes armés. Essayez de voir cette approche-là, ces objectifs-là, qui apparaissent à mon sens assez louables. Mais après quelques temps, l'état de siège n'a pas donné le fruit escompté. M. Félix Tshisekedi a recouru auprès des autres armées. Il a fait appel aux Américains, ils sont venus en tourisme, ils sont partis. Il a fait appel aux Kenyans. Apparemment, les Kenyans n'ont pas pu résoudre le problème. Il a fait appel aux Rwandais. Il a fait appel aux Ougandais. Et nous continuons à avoir la même situation. Et pendant l'état de siège, c'est ces moments-là que les groupes étrangers sont venus. Comment cet état de siège, qui était décrété pour briser l'élan de violence qui était enregistré au niveau du pays, bizarrement, il y a un groupe qui n'existait pas avant, qui vient et qui s'impose. Et pendant qu'on disait à M. Félix que l'état de siège n'a pas atteint les résultats escomptés, parce que déjà avant l'état de siège, il y avait des opérations. Voilà, M. Félix qu'il tourne encore vers les États qui sont partie prenante à la crise. Restons d'abord sur ce point. Patrick Mouyaya a dit, bon, écoutez, on ne va pas résoudre le problème qui a perduré pendant plusieurs années. En 17 mois, pour lui, c'est quand même impossible qu'on trouve une solution à l'aide de l'état de siège en 17 mois seulement. N'a-t-il pas raison de penser que c'est quand même un processus de longue haleine? Apparemment, il est bien. Apparemment, il donne l'impression d'être bien formé. Les porte-parole du gouvernement. Il donne l'impression d'être bien formé. Il a un français châtié, mais fort malheureusement, il y a un problème de modèle d'analyse. Qui vous dit que pour résoudre un problème, qu'il faille prendre le même temps que le problème? Quelqu'un qui a souffert pendant 17 ans peut être guéri en 17 mois. Ça dépend de la thérapie que vous apportez. Si vous avez fait un bon diagnostic qui vous a conduit à décréter l'état de siège, en réalité, on devait résoudre le problème. Nous ne voulons pas donner l'impression comme si on aura insécurité zéro. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça notre démarche. Mais au moins que l'on sente que l'état de siège a atteint les résultats. Parce que chaque fois qu'il y a prorogation de l'état de siège, on suppose qu'il y a une amélioration en termes de stratégie. Parce qu'après, avant de décréter, avant de proroger l'état de siège, on fait une évaluation. Sur base de l'évaluation, on adapte les stratégies pour arriver. Le problème qui dérange aujourd'hui, ce n'est pas le problème trouvé avant l'état de siège. Le problème qui s'est ajouté pendant l'état de siège. Surgit pendant l'état de siège. L'occupation de Bunagana par la coalition Rwando-M23. L'occupation de Bunagana n'était pas une question d'actualité pendant que eux décrétaient l'état de siège. C'est-à-dire qu'il y a eu des failles. Ce sont des failles qui ont empêché à ce que nous atteignions l'objectif. Si on avait ne fût-ce qu'un plan opérationnel, si on avait une loi fixant le principe de fonctionnement de l'administration et même le mécanisme d'encadrement de l'état de siège, si on avait le budget conséquent par rapport à l'état de siège, si on avait insisté sur les recrutements, les déploiements et les équipements du personnel militaire et policier pendant l'état de siège, si on avait intégré la donne anthropologique en associant les leaders, les faiseurs d'opinion à cette partie du pays, probablement qu'on allait avoir des résultats escomptés. Les failles viennent de leurs actions.
Ce n'est pas de la magie. C'est-à-dire qu'il y avait possibilité, si tout était bien coordonné et ordonné, on allait avoir un autre résultat. Peut-être qu'on n'allait pas mettre fin, mais on allait plutôt empêcher à ce que le groupe armé qui était en dehors de nos frontières de sévisser, de prendre en otage ou d'assiéger une bonne partie de la République. C'est-à-dire que déjà, ils n'ont pas su résoudre ces problèmes. Et ce qui est aberrant, ils se sont permis, eux, de se tourner vers EAC. On va en parler à Alain Bolja. Maintenant, la solution c'est quoi? Parce que l'état de siège est au-delà de 10 mois maintenant, mais la solution n'est pas toujours là. Et ils pensent qu'il faut continuer. Est-ce que vous pensez le contraire? Et quelles pourraient être vos solutions à proposer à l'intention de ceux qui nous suivent, aussi de ceux qui gèrent la chose publique? Est-ce qu'en dehors de la solution état de siège, qui aujourd'hui, d'après nos analyses, d'après les observations même de certains experts au niveau international, l'état de siège a échoué et est loin de résoudre ce problème? Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour que la solution soit trouvée et dans combien de temps? Cher ami, je crois que nous devons être pragmatiques. Nous devons être plus sérieux que l'impression que nous donnons au niveau international. Vous voulez me demander à moi de faire des propositions à quelqu'un qui a plus de 400 millions de dollars, qui a un personnel de plus de 1000 personnes, qui a le moyen de consulter tous les professeurs du monde, qui a la capacité de recruter même des mercenaires pour résoudre la problématique de l'Est. Vous me demandez à moi de lui faire des propositions. Mais où est le mal? Non, mais la meilleure des propositions, c'est son départ alors. Alain Bolja. Non, mais attendez. La proposition que vous allez faire maintenant peut bénéficier au peuple qui est en difficulté. Non, mais attendez. Qui ne sait pas que pour que le militaire soit et motivé... il faut rester patriote. Hein. Non, mais je le suis. Mais mon patriotisme n'est pas mesuré par rapport au seul d'humeur de M. Félix Tshisekedi. Vous ne pouvez pas pour l'instant, c'est lui qui gère la... Non, mais il gère quoi? On n'a pas un autre président à qui vous allez proposer des solutions. C'est celui-là qui, malheureusement ou heureusement, est à la tête du pays et c'est lui qui gère. Il n'est pas à la tête du pays, il est comme nous. Mais fort heureusement pour lui, il est comme nous. Fort heureusement pour lui, il fait semblant de prendre des ordonnances. Vous savez, par moments, j'ai pitié. On ne peut pas demander aux gens de vous faire des propositions alors que la Constitution a fixé même les modalités pratiques sur la gouvernance. Vous ne voulez pas respecter ce que la Constitution dit. Vous ne savez même pas appliquer les notions élémentaires en matière de gouvernance. Comment peut-on expliquer, pendant qu'il y a état de siège, pendant que nous sommes en guerre, il y a des détournements à la présidence, il y a des détournements au niveau du gouvernement. Vous voulez qu'on fasse quelle proposition? Parce que la Constitution voudrait qu'il y ait la transparence dans la gestion. Vous savez, quand il y a la transparence dans la gestion, quand on arrive à respecter le champ de la dépense, quand on arrive à respecter les lignes de crédit allouées dans le budget, c'est déjà ça le début de la solution. Parce que si on affecte 5% par exemple du budget à l'armée, si l'armée peut avoir 500 millions de dollars, toutes choses restant égales par ailleurs, l'amélioration va se constater. Il n'y a pas de proposition. J'ai noté que vous ne voulez pas. Ce n'est pas ça. Vous ne voulez pas proposer. Non, mais moi je propose. Pour sauver la nation. Non, mais on a noté les départs de M. Félix Tshisekedi pour incompétence. 2023 au moins, par devoir. Attendons alors 2023. Par devoir électoral. Non, mais attendons. Parlons maintenant, Alain Bolja, de l'option diplomatique. Je vais rappeler ici que par rapport à la crise de Bunagana, le président de la République s'est investi pour trouver la solution. Il est allé voir son homologue du Kenya avec qui il a discuté. Puis après, il y a eu un conclave des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, composé du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, de la Tanzanie et de la RDC. Il a été décidé que le président congolais discute avec les rebelles pour trouver des solutions, c'est-à-dire obtenir le retrait du M23 de Bunagana. Depuis, il n'y a jamais eu de solution. Il ne s'est pas arrêté là, il est allé voir son homologue de la République d'Angola, Joao Lourenço. Excusez-moi, j'ai la toux, je ne peux pas bien m'exprimer. Un problème de souffle. Lourenço, avec qui il a discuté, puis après, il y a eu une sorte de tripartite entre le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi, le président rwandais, Paul Kagame, sous la médiation du président angolais, Joao Lourenço. Cette fois-ci, je suis arrivé. Puis, on a discuté du retrait du M23, mais depuis, les conclusions, le rapport de ce conclave, de cette
tripartite est restée lettre morte. Le président a décidé d'aller s'exprimer ouvertement devant l'Assemblée générale des Nations Unies lors de la dernière session au cours de laquelle il avait d'un ton ferme dénoncé l'agression rwandaise et responsabilisé la communauté internationale qui semble être moins impliquée par rapport à la question. Juste après, le président français Emmanuel Macron avait reçu les deux chefs d'État, c'est-à-dire le chef d'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi et le chef d'État rwandais Paul Kagame, autour des échanges par rapport à la situation sécuritaire de l'Est, principalement l'occupation du M23 au niveau de Bunagana. Il a été décidé du retrait immédiat du M23 du territoire congolais. Depuis, la situation est restée lettre morte, toujours dans son souci de trouver des solutions par rapport à la problématique de l'insécurité dans l'Est. Le chef de l'État a fait le déplacement de Londres pour rencontrer le roi Charles III, avec qui il a eu des échanges, pour obtenir son implication par rapport au retrait, par rapport à l'implication, par rapport à la participation du Rwanda dans l'agression de notre pays, dans les cartes de l'organisation Commonwealth, ressemblable à la francophonie. Il a quitté Londres pour se rendre au Ghana, où il a eu un échange franc avec nos compatriotes basés à Accra au Ghana, au cours duquel Félix a déclaré que en cas d'échec de la diplomatie, l'option militaire n'est pas à écarter pour libérer Bunagana de mains de Rwandais et des éléments du M23. L'approche diplomatique. Félix insiste, mais des solutions ne viennent pas. Maintenant, il menace de faire recours à l'armée. Mais on sait tous qu'il même nous a dit que cette armée ne pouvait rien parce qu'elle est mixée, brassée, hétéroclite et qu'il faille faire recours à la force régionale dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Qu'attendez-vous de l'option diplomatique, Alain Bolodjo? Bon, dans l'option diplomatique, c'est vrai, il est de bonne loi de reconnaître que c'est l'une des options. Voyez-vous, c'est l'une des options. Mais tout dépendra de la qualité de l'homme qui est à la tête du pays et la qualité de son administration. Parce que la diplomatie, en diplomatie ou en relations internationales, on n'a pas affaire aux enfants des cœurs. Ce sont des gens qui viennent pour leurs intérêts. Très bien. Et si M. Félix Tshisekedi ne comprend pas que la communauté internationale n'est justement qu'une juxtaposition d'intérêts, il est mal parti. Il faut aussi connaître le méandre. Il faut comprendre le fonctionnement. Parce que si vous n'avez aucune idée sur la fonctionnalité des enjeux mondiaux, vous êtes mal parti. Essayez d'analyser ce que M. Félix Tshisekedi lève comme option. Au même moment, on signe une ordonnance décrétant l'état de siège ou déclarant l'état de siège. Au même moment, on signe un accord multilatéral dans l'idée de créer une zone tampon. Essayez, je vous prie de m'aider, de comprendre, vous qui maîtrisez mieux le monsieur, qu'est-ce qu'il pensait lorsqu'il signait l'état de siège. N'est-ce pas, c'était une option militaire? Mais lorsqu'il est allé signer le cessez-le-feu avec le Rwanda et en même temps signer le communiqué final sanctionnant la fin des assises au niveau de Nairobi, qui mettait plutôt l'accent sur la création d'une zone tampon. M. Félix Tshisekedi imaginait quoi? Ne voyez-vous pas que c'est antinomique, c'est contradictoire? Parce que la zone tampon voudrait tout simplement dire on prive à l'armée la capacité d'atteindre l'ennemi. C'est-à-dire qu'il y a une force neutre qui est reconnue et par l'armée et par les assaillants, et cette force vient s'interposer entre nous et les ennemis. Ce qui veut dire que la présence de cette force met déjà fin à l'état de siège. M. Félix Tshisekedi ne comprend pas ça. Est-ce que vous comprenez? Au même moment, vous voulez attaquer, au même moment, vous signez des accords avec les mêmes personnes pour ne pas les attaquer, et vous venez avec autant de maladresse, vous voulez nous faire croire que c'est ça la diplomatie. Non. La diplomatie, ce n'est qu'un instrument de la politique.
la diplomatie n'est pas une finalité en soi. La finalité... C'est quoi la finalité? Non, mais la finalité, c'est de recouvrer la paix. Si vous pensez que diplomatiquement, vous allez recouvrer la paix, je dis non. On peut recouvrer, on peut mettre fin à la guerre armée. Mais ce n'est pas ça la paix. Parce que tous ceux qui ont été victimes de ce qui se passe aujourd'hui, tous ceux qui sont victimes de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé hier, n'ont pas besoin de la cessation d'armes à feu ou de guerre, mais plutôt le rétablissement de... C'est-à-dire que la justice soit faite. Si M. Félix Tshisekedi ne comprend pas ça, on risque d'avoir une paix factice. Parce que le Rwanda a des velléités. Le Rwanda a des visées. Et ces visées sont connues. Le 1-23 ont des exigences. Parmi les exigences, qu'on prenne en compte leurs revendications sur le plan d'intégration dans l'armée, c'est-à-dire que quelqu'un qui était capitaine, il s'est autoproclamé là-bas général, il faut le prendre comme général et l'intégrer dans l'armée. C'est ce qu'on appelle brassage. C'est ce qu'on appelle intégration. Nous rentrons encore dans la même situation que tout le monde a refusé. Mais ce fait, c'est qu'il a donné l'impression ici de ne pas vouloir parlementer avec ces gens. Et pourtant, il y a déjà un accord. Personne n'a contredit le porte. Quelqu'un qui était capitaine, il s'est autoproclamé là-bas général. Il faut le prendre comme général et l'intégrer dans l'armée. C'est ce qu'on appelle brassage. C'est ce qu'on appelle intégration. Nous rentrons encore dans la même situation que tout le monde a refusé. Mais ce fait, c'est qu'il a donné l'impression ici de ne pas vouloir parlementer avec ces gens. Et pourtant, il y a déjà un accord. Personne n'a contredit le porte-parole du M23 jusqu'ici. Personne. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi avait déjà dealé avec ces gens et il vient ici nous présenter comme s'il était innocent. Comme si lui n'avait aucune information, il n'était responsable de rien. Et cette hypocrisie-là est à la base de l'échec. Alors, évitons de nous lamenter sur de nous apitoyer sur notre triste sort. Il faut que nous levions de bonnes options. Essayez de vous imaginer. Vous n'y croyez pas à la diplomatie maintenant de Félix Tshisekedi? Non, mais M. Félix Tshisekedi, sa diplomatie représente quoi? Cette diplomatie agitée, ça veut dire agissante. Quoi? Agitée, cher ami. Agitée, ça veut dire quoi en clair? Il fait quoi? Alors, par exemple, quand il dit qu'en cas d'échec diplomatique, il y sent, d'après mon analyse, et moi j'ai fait des théories d'analyse de langage, il sent déjà l'échec en train de venir. Il sent déjà l'échec en train de venir. Il ne sent pas. Il ajoute ceci dans la seconde phrase. En cas d'échec de la diplomatie, l'option militaire n'est pas à écarter. Est-ce que ce n'est pas dans cet ordre qu'il a fait des mises en place au sein de l'armée? Il a totalement changé la chaîne de commandement. Est-ce qu'il ne se prépare pas déjà est-ce qu'il ne se prépare pas quelque chose dans le sens de donner beaucoup plus de force à notre armée, vu que la diplomatie a échoué, comme vous le dites? Bon, je crois que ceux qui sont plus sérieux dans ces pays, surtout ceux qui sont au pouvoir, ont compris que M. Félix Tshisekedi n'a plus rien à donner. Il propose quand même des solutions. Comment vous dites qu'il n'a rien à donner? Non, il n'a plus rien à donner. Avant de décréter l'état de siège, il avait déjà lancé un ultimatum qui n'a pas été pris en compte. Alors, vous parlez de quelle diplomatie? N'est-ce pas qu'il y a eu une rencontre entre le groupe armé et M. Félix Tshisekedi au Kenya? Vous n'avez pas vu des gens là à côté de représentants de M. Félix Tshisekedi en train d'échanger? Il y a eu des déclarations qui ont été faites. Et pourquoi ça ne marche pas? N'est-ce pas que nous avons eu beaucoup de rencontres au niveau international sur la même question? Déjà, en 1998. La dernière en date, celle de Paul Kagame, Macron et Félix. Hein? Non, ça c'était une aventure. Au cours de laquelle on a décidé du retrait du M23. Non, personne n'a décidé parce que ce n'est pas là qu'on prend les décisions. Personne n'a décidé, on vous a vendu du vent. Je vous l'avais déjà alerté. On a été floué par les Français. Non,
On vous a vendu du vent. Ah. Attendez. Qui ne sait pas comment le Conseil de sécurité fonctionne? Le président du Conseil de sécurité, il rencontre 2 personnes et c'est ça la décision? Des présidents. Et vous pensez que c'est ça la décision? Oh, cher ami. Le Conseil de sécurité prend des décisions par des résolutions. Et je vous informe, depuis que nous avons commencé cette fameuse crise dans la partie est du pays, on a plus de 70 résolutions déjà signées. Et ces résolutions n'ont jamais été appliquées. Arrêtez ça. Vous vivez là l'hypocrisie de la communauté internationale. Alors, nous devons arrêter de naviguer à vue. Revenez sur l'option militaire. Non, mais l'option militaire ne se fait que déjà au départ. Les mouvements au sein de l'armée c'est parce qu'il a échoué sur le plan militaire qu'il s'est rabattu sur la diplomatie. Maintenant, il veut revenir sur le non, il ne va pas revenir parce qu'il n'a rien fait jusqu'à là. avec les mises en place. Il a chambardé la chaîne même, de commandement. il a chambardé même l'ordre de l'armée. Moi, je vous dis, s'il n'y a pas complicité, il y a naïveté. Nous devons éviter de traiter cette question avec complaisance. Ce qui est vrai, si nous avions un commandant en chef aguerri, si ce commandant en chef était revêtu de l'onction populaire, s'il avait la capacité de fédérer les énergies, je vous dis et je peux même vous certifier, le 1-23 n'allait pas occuper Bunagana. On pouvait peut-être rester avec le groupe qui était là, le Codeco, les ADEF, les FDLR et consorts. Oui, mais comment... Dernière mais question. attendez. Comment pouvez-vous expliquer, là où il y a l'état de siège, de troupes étrangères venir entrer et s'installer? Dites-moi, parce que les frontières restaient poreuses. Il n'a pas su renforcer, alors que l'état de siège, c'est une gestion exceptionnelle. Ce qu'il fallait faire, on ne l'a pas fait. Et c'est aujourd'hui qu'il voulait me dire que M. Félix allait entrer. Et d'ailleurs, dites-moi, soyons sérieux. Depuis qu'on a décrété l'état de siège, ça fait plus d'une année, non? 17 mois. 17 mois. Vous avez vu dans la loi sur la reddition de comptes 2021. Est-ce que vous avez vu la gestion rationnelle des finances publiques? Ils se sont partagés les fonds. Alors, la présidence a eu la part du lion. Non, mais c'est un lion. Le gouvernement, l'Assemblée nationale. Alors, on va pas s'attarder. Non, c'est-à-dire que pendant qu'il décrétait l'état de siège, les vampires continuaient à profiter du sang des Congolais. Très bien. Vous ne pouvez pas être déclaré être en guerre, en situation de crise militaire, et au même moment, vous continuez à vivre normalement. Non, il fallait faire de coupes budgétaires. Il fallait réduire les dépenses. Ce qui est surprenant, ils sont allés au-delà des crédits. Ils ont dépensé au-delà. J'ai été estomaqué de voir Ntingi Pouloulou, qui est de l'axe du mal, vous dire que, je prends par exemple la il a repris Pépé Mbosso. Non, mais heureusement, j'ai vu le document. Hein, c'est ce qu'il dit. Il a totalement raison sur toutes les lignes. Il vous dit... Cette fois-ci, on avait quand même le point de vue de Ntingi Pouloulou. Non, il a dit des vérités. On n'a pas besoin de partager le point de vue. Il dit des vérités. Ce sont des évidences et moi-même, j'ai vérifié. Très bien. Vous prenez le document. En termes de prévisions, on avait prévu 250 millions de francs congolais. Vous dépensez 18 milliards pour une organisation privée. 250 millions de francs congolais, vous décaissez 18 milliards en mode d'urgence. C'est-à-dire que vous avez dépensé 90 millions. Des dollars. Oh, cher ami, bande de voleurs. Des dollars. Ça, c'est dollars ou francs? Non, j'ai converti. 18 milliards, c'est 90 millions de dollars. 90 millions de dollars. Décaissés pour quel fait? Non, mais effectivement, pour soutenir une organisation privée. Quelle organisation? Non, l'organisation de consommateurs, là, on leur a donné 90, on prétend leur avoir donné 90 millions, mais eux, non seulement qu'ils n'ont pas perçu les 250 millions qui étaient prévus, mais on n'a pas dépensé 250 millions, mais on a dépensé plutôt 18 milliards. Bande de voleurs. Quand même... Alors, dites-moi, comment des gens comme ça, des gens aussi immoraux, peuvent-ils solutionner le problème congolais? Vous avez vu la réaction de
de l'honorable Christophe Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale. En quoi est-il honorable? Quand on lui dit que voilà, il y a de l'argent qui a été décaissé pour réhabiliter une route et que rien n'a été fait, il m'a écouté. Si vous êtes prêts, je peux même vous amener là-bas et vous allez voir les travaux qui sont réalisés. En quoi est-il? Il a été repris sévèrement par l'honorable Ntingue Mpulolo. En quoi est-il honorable? C'est le président de la Chambre basse. Non, mais le président de la Chambre basse, ça ne fait pas de lui honorable. L'honorabilité, ce n'est pas une fonction. Disons, c'est la deuxième personnalité du pays. Non, il peut être la deuxième personnalité du pays, mais on ne peut pas l'appeler honorable. En quoi est-il honorable? Sur base de quoi vous constatez cette honorabilité? Non, dites-moi, qui peut accepter d'avoir un monsieur comme ça à la tête d'une institution? Soyons sérieux. Nous voulons les changements est pris. Nous devons arrêter de blaguer avec l'avenir de toute une nation. Le Parlement, c'est la plus haute instance des représentations nationales. Et voilà un monsieur comme ça qui se permet de théâtraliser l'hémicycle. C'est-à-dire que pour lui, il considère que ils sont en train de faire des aventures. Un député de votre obédience amène le document, le fournit par une instance publique. La Cour de compte fait son rapport, le projet de loi sur la reddition de comptes. On vient, on vous les dépose, il y a des tableaux. Et dans ces tableaux, on prévoit, on met les libellés, on met les prévisions, on met la date, on met les réalisations, et puis on dégage les écarts. Il se rend compte que dans les rubriques, l'argent a été décaissé, mais il n'y a pas de résultats. Et il juxtapose ce qui a été dit dans ces rapports par rapport au budget qu'ils doivent adopter pour le 2023. Il se rend compte qu'en 2022, ils ont repris le même projet qui était déjà financé et le décaissement a déjà été effectué. Au lieu que le montant prévu soit décaissé, ils ont décaissé plus que le montant prévu et on reprend encore le même dépense pour cette année et on projette pour 2023. C'est-à-dire que pour un seul projet programmé, institutionnalisé. Alors, dites-moi. Budgétisé, hein? On budgétise les détournements. Ce qui veut dire que nous sommes en phase... On budgétise les détournements. Ce qui veut dire que nous sommes en phase d'une gouvernance criminelle. Où va le Congo? Et voilà, on considère que M. Mbosso est un honorable. Non. S'il assume une fonction, on peut l'appeler député. Très bien. Mais on ne peut pas l'appeler honorable parce qu'il n'y a rien d'honorabilité en lui. Prenez son agissement. Comment peut-on expliquer? Il appelle un député pour prendre la parole. Le député étant empêché, vous savez ce qu'il a dit? Je vous épargne. Il a dit quoi? Non, mais je vous épargne, je ne peux pas le dire parce que mes enfants vont suivre cette émission. Hein? Essayez de vous imaginer. C'est-à-dire qu'il prend le discours de la rue et il amène à la place publique, au temple dit de la démocratie. C'est-à-dire que nous sommes là en face de l'immoralisation de la scène politique. Et donc, nous devons arriver à briser cet élan. J'ai aimé ce que Ntingue a dit. Le parcours de Mbosso. Mbosso. La République a fait de vous pendant près de 11 fois. La République vous a tout donné. Gouvernement. La République a fait de vous 7 fois député. 11 fois ministre, 7 fois député. Vous devez faire président du bureau d'âge, président du bureau définitif. Vous devez faire preuve de valeur. Vous devez incarner les valeurs. Vous devez servir. C'est-à-dire qu'un jeune qui apprend à un vieux, qui sent déjà le formol politique, on lui apprend les basiques de la société. Alors, comment voulez-vous que l'on prenne au sérieux un monsieur comme ça? Très bien. On va finir par ceci. Il nous reste 5 minutes. Situation des élections. Denis Kadima a promis la publication du calendrier électoral au mois de novembre. Patrick Mouya, dans son interview sur TV5 Monde, a dit que pourrait, je crois avoir la phrase de Patrick Mouya, d'Éric Lonkeba. Patrick Mouya déclare ce qui suit. L'organisation des élections, pour nous,
est une question de conviction et pas une question d'obligation. Comment réagissez-vous, Alain Bolodjo? On va finir par là. Bon, c'est... Vous comprenez quand même Non, l'éloquence de Patrick Mouiller. Oui, il est trop éloquent. Ça fait que par moments, il se perd dans son français. Vous savez, peut-être qu'il n'a pas bien compris la question. Et peut-être que les gens ne veulent pas comprendre ce qu'il tente de dire. C'est-à-dire que pour eux, ils ne le font pas par obligation. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas soutenir l'organisation des élections par obligation. Légal, hein? Non, ils ne vont pas soutenir le processus électoral par obligation, mais parce qu'eux-mêmes sont convaincus du bien fondé de ces processus. Mais attention, messieurs, lorsqu'on vous pose une question, il faut toujours comprendre le contexte. On ne vous a pas posé la question en tant que militant d'un parti politique. On vous a posé la question en tant que représentant d'une institution constitutionnellement établie. C'est-à-dire que s'il parle en tant que militant d'un parti, il peut avoir ces langages. Il s'est comporté en militant sur un plateau de c'est un militant, on dit. Il s'est comporté en militant. Alors qu'en réalité, le caractère impératif des élections fait que le gouvernement est astreint, obligé. C'est une obligation légale. Le fait seulement qu'il ne sait pas comprendre dans quel contexte il doit, dans quel pot on lui pose la question, il s'est comporté en militant. C'est-à-dire qu'on veut vous faire voir qu'au-delà de l'exigence, eux ont la vocation, ont l'idée d'organiser les élections parce qu'ils sont convaincus du bien fondé. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez être convaincu de quelque chose, mais si ce n'est pas légal, vous n'avez pas le droit de le faire. Voilà la nuance où lui n'arrive pas à bien cerner. Et je comprends, vous savez... Il a un problème de mots, hein, peut-être... Non, il parle trop bien français. Trop, j'ai dit bien trop. C'est-à-dire qu'il veut jouer sur le mot, sur la formulation. Pas par moment. Et par moment, il perd le sens. Justement parce qu'il veut séduire les gens par rapport à l'éloquence. Et non par rapport à la pertinence de l'analyse. Il se perd beaucoup. Messieurs, je vous apprends. Peut-être vous ne savez pas. Ce n'est pas votre volonté qui compte. Ce n'est pas non plus votre conviction qui compte. Ce n'est pas non plus votre conviction. Même si votre conviction pensez autre chose, vous êtes astreint parce que ce qui importe, c'est la conviction du souverain. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui avez institué. Allez avoir vos convictions au niveau de l'union sacrée. Là où vous pouvez avoir vos convictions, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais en matière électorale, vous êtes astreint. Comme vous rassurez à la population qu'il y aura élection. Personnellement, moi, je vous défie. Il m'a dit que le calendrier sort au mois de décembre. Oui. C'est au mois d'enrôlement. C'est au mois de décembre. Au mois de novembre, le calendrier sera publié. Au mois de décembre, vous aurez les enrôlements. Oui. Voilà. Non, le a dit les trains déjà en marche. Oui, les trains déjà en marche. Vont les rater. Les trains déjà en marche en sens inverse. C'est-à-dire quoi? Dans ce calendrier, il faut qu'il y ait des opérations de passation des marchés, des équipements. Dans ce calendrier, il faut qu'il y ait les opérations de recrutement des agents. Ne faites pas des choses en amont pour que les calendriers viennent vous couvrir. Parce que si vous publiez les calendriers, vous savez, à la fin du calendrier, qu'est-ce qu'on dit? Ça entre en application le jour de son adoption. Vous avez déjà posé des actes avant pour que les autres n'arrivent pas à vous contrôler et vous présenter le calendrier après. Ce qui veut dire que le calendrier que vous allez présenter est déjà exécuté en bonne partie par vous, sans les autres. C'est ce qu'on appelle en français la délinquance. Non, Bosso n'aime pas ça. Bosso n'aime pas ça. Moi, je ne le considère même pas. Voilà, merci beaucoup. Je préfère considérer ma Marie que lui. Ma Marie, on l'a vu en train de faire le fétichisme là-bas. Les Bokoko. Non, mais la religion, on n'a pas une religion d'État. Voilà. Elle peut croire. D'ailleurs, moi, j'ai vu des gens dédier le pays entre les mains de Dieu et puis amener les chefs coutumiers pour gagner les matchs. Très bien. Il y a des gens d'ailleurs qui sont déjà envoûtés. On a des témoignages. 1 heure d'émission, c'est quand même beaucoup pour aujourd'hui, Alain Bolodjo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et j'invite nos amis, nos frères, nos concitoyens à partager massivement vos vidéos, à liker et à s'abonner
massivement et pourquoi pas vous soutenir sur le plan matériel. Merci. Ça serait déjà une bonne chose. Parce qu'il faut déjà projeter d'avoir des chaînes de l'opposition. Je crois que vous avez déjà tendance de l'opposition. Si on peut vous soutenir, ça serait une bonne chose. Je ne veux plus aller dans des chaînes de pouvoir. Alors, créer des chaînes de l'opposition. Comme ça, nous serons à l'aise. Je ne veux pas venir dans une chaîne de télévision ou de chaîne de YouTube et après chercher les mamans qui nous traitent, tout ça. Donc, soutenez ceux qui sont pour le peuple. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Merci à Derrick Lunkeba d'avoir réalisé l'émission. Je vous propose juste après cette interview d'Alain Bolodjoa de suivre en exclusivité la séance de formation, la session de formation, la 8e session de formation de cadres et militants du parti politique en gestation. Lèvons-nous et bâtissons les battes d'Alain Bolodjoa. Merci. Il faut avoir beaucoup de courage. En tout cas, il faut beaucoup donner, tout donner. S'il y avait même des moyens aussi, ça demande beaucoup d'argent. Et ce qui est plus important dans la politique, c'est d'abord comprendre la vision à qui vous êtes incorporé. C'est ça. Parce que souvent, quand il a la loyauté, vous avez une vision, vous liez franchement, ça a quelques temps qu'il a. On a la monnaie en hôtel qui la politique, la première chose, c'est la vision. Alors moi, j'ai beaucoup suivi notre camarade Alain, que j'apprécie d'ailleurs beaucoup. Ça va beaucoup d'années, il y a beaucoup, tout ça, donc on va pas comme ange, tout soit ennemi pour la vision de la mission. À distance, je contribue déjà. Voilà, le Mazam Moko, dans le ça, c'était Mazam Moko, tout ça est béni. Batoukolanga, 6 mois, la camarade Alain, tout ça est béni. Surtout dans la diaspora et même ici à Kinshasa. Pour ne pas m'accueillir à l'univers de Bénin, moi je voulais juste vous encourager, dans le même sens que l'éco-bédo. L'éco-bédo vient de façon mais là, la zone est mine qui a façon de manière pragmatique. Il y a un minimum, c'est que moi j'ai beaucoup saisi, à insister sur les données. Et de temps en temps, ce que j'ai compris en tant que Malien, ceux qui vous assurent sur le terrain, les capturer, les scanner. Il a utilisé les mots anglais, scan anglais, surtout dans la définition en haut, c'est capturer les informations. Capturer les informations pour analyser. Pour analyser, pour y avoir un président, et puis si le président va aller. C'est ce que j'ai compris. Alors moi, je vais prendre une autre dimension sur le pragmatisme. Juste pour l'exemple d'abord, pour aller, notre premier voyage, notre première invitation au département d'État nous a invité en 2016. En 2015. C'était juin 2015. Nous étions invités au département d'État, une invitation officielle. L'Italie, avec la personne qui était en charge du Congo, comme le gaz c'est lui qui contrôle tout ce qui est dans le Congo, il fait ancien diplomaticien, c'est un juif, ça on me le remet en il faut connaître ce que c'est l'ambassade. Comment il faut se le dire, sur tous les plans, dans tous les secteurs, et même au niveau des mœurs, des valeurs, qui sont les choses primordiales aujourd'hui pour le développement d'une société, quelle qu'elle soit. Si vous regardez la sphère politique, depuis l'indépendance, mais après la mort de nos héros comme les Patrice Emery Lumumba, nous nous sommes retrouvés à la situation actuelle du Congo et due la seule cause est la cause politique. Des gens qui se sont succédés, non pas pour servir le peuple, pour l'intérêt.
mais seulement pour leurs propres intérêts. J'insiste sur ça, parce que je voudrais vraiment montrer que si nous, et vous surtout la jeunesse, la relève, vous n'avez pas les valeurs intrinsèques, cela ne servira absolument à rien. Donc nous pouvons carrément laisser ici et chacun continuer à vaquer à ses occupations quotidiennes. La société congolaise, sur le plan dans la sphère politique, où les mensonges et les théories du complot, le pillage systématique, des biens de l'État, enrichissant et habillant souvent ceux qui les corporent, qui les contortent plutôt au public, n'a fait que empirer la situation de la majorité. Mais c'est ça justement qui a élevé ces personnes-là au poste de leadership. Est-ce que vous vous rendez compte? D'où la lutte du président Alain Bourgeois qui voudrait changer le dialogue concernant le leadership sur la place publique, afin que le pays, le piège dans lequel il se retrouve, et qui est totalement néfaste à son futur. Moi, je suis d'avis que l'insulte n'est pas un substitut de la liberté d'expression, du débat public. La sérénité des débats sur des sujets fondamentaux que nous devons tous, à chacun de nous et à nos compatriotes, du débat du président à la télévision, dans les réseaux sociaux, mais c'est de la cacophonie. On passe tout son temps à s'insulter, à insulter les mamans, à insulter les sœurs, comme il s'est passé dernièrement, et qui après j'ai vu sur les réseaux sociaux s'excuser, mais alors, une fois de plus, d'une manière avec une légèreté notoire. Et c'est dommage. Alors moi, mon conseil aujourd'hui, la raison pour laquelle je voulais vous parler, à vous la jeunesse, à vous la relève, c'est d'élever le débat, de discuter, de débattre sur les sujets fondamentaux, des débats sur les faits. Alors rien que sur les faits, qui nous permettra justement d'avoir un échange intelligent. Le jour aux pouvoir les Arabes. Sa personne et ses avantages.
voyez, c'est très difficile. La communication